Tchac. Normalement, ça va débuter. Ça charge. On est live, messieurs. On va pouvoir attaquer dans une petite minute le temps que tous les participants nous rejoignent. J'espère que vous êtes en pleine forme, messieurs. Ah oui, grande forme olympique. Comme jamais. On fait nos petits exercices physiques tous les matins. Non, on est bon là. Super. Pour aborder une toute nouvelle thématique, les opportunités du e-commerce durant cette crise. On voit beaucoup d'informations qui circulent aujourd'hui sur Internet. On voit des articles comme quoi le e-commerce, c'est le grand gagnant, on va dire, de cette période-là. Et puis des articles qui sont un petit peu plus complexes, qui minorent cet impact. Donc c'était très pertinent, je pense, de se poser cette question-là. On a eu beaucoup de retours de tout type d'acteurs. Ça peut être des commerçants, des grands groupes et qui se questionnent sur cette logique e-commerce. Est-ce qu'ils doivent consacrer plus de budget? Est-ce qu'ils doivent faire une transition digitale accélérée? Donc voilà, pas mal d'éléments. Très bien, écoutez, messieurs, il est 16h. Je vous propose d'attaquer pour ce 4e live. Je vous rappelle que chaque mercredi, on se retrouve à 16h pour échanger sur une thématique clé. N'hésitez pas à partager vos problématiques et vos sujets en commentaire. C'est pour nous important de pouvoir répondre à vos interrogations et de façonner réellement notre exposé, notre intervention en fonction des éléments que vous avez en tête. Et donc, ce live, depuis la 3e édition, est en partenariat avec Paris Retail Week, l'événement incontournable e-commerce qui aura lieu donc en septembre. Et on sera bien sûr présent pour pouvoir échanger avec vous. Vous pourrez nous retrouver notamment à l'accueil comme ces précédentes années. Donc, c'est un partenaire historique qui nous donne sa confiance pour ce dispositif, mais aussi pour solliciter des acteurs sur les prochains lives et les faire intervenir. Aujourd'hui, on a une structuration un petit peu spéciale. L'idée, c'est de faire, comme d'habitude, une introduction sur les chiffres clés, sur des articles aussi de la presse, de montrer quelques éléments pour être en phase avec le contexte actuel. Et puis, deuxième partie, un peu plus sur les opportunités. Donc, on est ensemble là durant 1 heure pour pouvoir échanger tous ensemble. N'hésitez pas à vous présenter, à nous présenter vos sites internet aussi en postant directement en commentaire ou dans le chat pour qu'on puisse personnaliser cette discussion. Et puis, à la fin, on garde un petit peu de temps pour échanger sur vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat durant ce live et on prendra le temps à la fin pour y répondre. Messieurs, il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas encore. Damien, Vincent, nos 2 fidèles ambassadeurs e-commerce nation. Damien, toi, tu as une expérience internationale, tu as accompagné différents projets e-commerce de toute taille, des très gros acteurs sur du mobilier, il me semble. Et puis aujourd'hui, tu as ton activité de conseil où tu accompagnes de nombreux acteurs à se développer sur les logiques supply chain, e-logistique. Tu peux nous en ajouter quelques mots? Oui, juste quelques mots pour pas accaparer toute la discussion. En effet, merci Nicolas, ravi de vous retrouver tous. Effectivement, du conseil sur la mise en place de la supply chain de façon globale, mais aussi l'approche pure transport ou logisticienne pour les e-commerçants, petits ou grands acteurs, franco-français ou européens ou internationaux, avec vraiment une approche sur l'optimisation et puis aussi l'industrie 4.0 qui devient de plus en plus important, notamment dans la supply. Et Vincent, qui nous accompagne également régulièrement sur nos projets, qui est un fidèle ambassadeur et puis qui a vu le e-commerce se développer sur ces dernières décennies, comme tu aimes à le dire. Eh oui, papy e-commerce, c'est moi. Bah oui, depuis 15 ans déjà, pratiquement, que je trempe dans l'e-commerce. Donc, lancé mon premier site de vente en ligne d'équipements sportifs en 2006. J'ai par la suite accompagné des grands groupes comme Coca-Cola, Trigano, La Fuma, Oxbow, Eder dans leur développement. Et depuis 4 ans, donc j'ai créé auditsitecommerce.com
où j'accompagne en création, développement des porteurs de projets e-commerce, mais aussi de l'optimisation, du développement, et tout cela autour d'un seul objectif, la rentabilité. Un terme qui te tient à cœur et puis qui est une priorité pour de nombreux e-commerçants parce qu'on sait que déjà en temps normal, c'est pas simple de vivre de son activité e-commerce et dans ce contexte actuel, les enjeux sont encore plus forts. Voici donc ce panel qui va nous accompagner durant ce live et puis donc pour répondre à cette question, quelles opportunités e-commerce durant cette période? Vous l'avez vu, e-commerce Nation continue d'innover, de vous apporter énormément de valeur et puis d'enrichir tout simplement l'expérience au sein de notre média. On vient de lancer notre tout nouveau site internet, donc je vous invite à le découvrir avec de nombreuses fonctionnalités et un nouveau branding avec un nouveau logo et un nouveau univers. Et puis notre programme de formation en ligne où aujourd'hui on a déjà une dizaine d'inscrits qu'on va accompagner dans leur évolution à travers 30 heures de formation en vidéo et puis un accompagnement avec nos experts qui vont leur donner des conseils, des ressources pour structurer leur projet ou s'orienter vers la rentabilité ou le développement de leur chiffre d'affaires. Donc, je vous invite à en découvrir davantage sur le lien ici présent. On attaque cette première partie, revue de presse. Vincent, tu nous as préparé plusieurs éléments. Un petit retour sur quelques chiffres clés des études, de voir un peu l'évolution sur les différents secteurs du e-commerce. Je te laisse donc faire défiler ces quelques slides. Oui, alors, c'est pas une surprise, on est toujours en confinement, on en est à J+37, donc bravo à tous pour tenir, c'est un mini-exploit, c'est inédit. Sortie progressive du confinement, bien sûr, annoncée le 11 mai. On sait très bien que économiquement parlant et en termes de logistique, bon, Damien y reviendra plus longuement, mais les choses vont pas se réguler du jour au lendemain. On est quand même à 10 millions de chômeurs partiels et 1 million de TPE qui sont aussi impactés sérieusement par la crise. Et puis, je vous représente la petite courbe des personnes testées positives au corona. Donc, on a ça a une tendance à se stabiliser. Donc, c'est plutôt encourageant. Donc, persévérons sur cet élément-là. Alors, quelques chiffres. Puisqu'on a déjà un trimestre de recul par rapport à 2019, on peut constater qu'on a 16% de trafic e-commerce en plus par rapport à 2019. On a 25% de trafic mobile e-commerce en plus, donc c'est énorme. Alors quand on sait que les taux de conversion sont moins bons aussi en mobile qu'en desktop, cela a un impact négatif sur les taux de conversion qui sont aussi moins bons. On a aussi plus 20% de recettes sur cette année en Q1 2020 par rapport à 2019 qui en faisait 12%. Et le tout s'est fait dans les 15 derniers jours, c'est-à-dire du 15 mars au 30 mars. On voit que la part totale des commandes sur smartphone a augmenté de 56%, donc ce qui est considérable. Et là, on se doute bien que ne plus être sur son lieu de travail, ne plus avoir accès à son ordinateur fait que les gens commandent de plus en plus aussi sur smartphone. Donc, un petit conseil, ayez un super tunnel d'achat responsive ou adapté mobile parce que vous allez perdre beaucoup de clients sinon. On peut poser la question peut-être aux participants, est-ce que vous constatez une évolution du trafic sur mobile? Dites-nous dans le chat si vous avez une augmentation ou une baisse de trafic et sur l'aspect mobile également, est-ce que ça a augmenté ou que ça a baissé? En tout cas, pour les multi-comptes analytiques de mes clients, j'ai pu constater ce phénomène de manière considérable. Donc, j'ai hâte de voir dans le chat ce que ça donne. En termes d'évolution de trafic, eh bien, c'est toujours exponentiel. Ça ne fait que croître. Alors maintenant, le trafic s'est réparti sur d'autres secteurs d'activité. C'est ce qu'on va observer après.
Voilà, donc ça c'est typiquement en France parce que juste précédemment c'était Monde. Donc on voit que le trafic est toujours considérable sur les supermarchés. Mais on a tout ce qui est cosmétique qui reprend des couleurs petit à petit, même le fashion, l'équipement sportif. Alors ça, c'est Monde. Là, en France, c'est pas encore tout à fait retourné dans le positif, mais on sent quand même une tendance, même au luxe Monde, en tout cas, à ce que le trafic augmente. Voilà, donc là, ce sont les transactions. Donc, on voit bien l'évolution des ventes. Donc là, on a toujours, et ça, c'est une constante hein, depuis le début du confinement, toujours là, les besoins physiologiques, supermarché, répondre aux contraintes de télétravail et l'école à la maison. Donc, le retail tech fonctionne toujours bien. Et puis, ce qui est nouveau, ce qui vraiment a explosé là ces derniers jours, c'est tout ce qui est ameublement et bricolage. Donc, on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'initiatives. Vous devez le voir d'ailleurs sur vos réseaux sociaux, votre famille, vos amis, tout le monde y va de son petit concours, du plus beau vase, du plus beau chandelier, etc. Donc, ça bricole bien. Niveau fashion, bah on a changé de saison, hein. On a quitté l'hiver, on est au printemps, donc forcément l'envie aussi de s'habiller avec des vêtements de saison. Cosmétiques, ça a toujours bien augmenté. Il y a eu une explosion de plus de 550% de mémoire des produits de coloration de cheveux. Ça illustre déjà bien les propos. Voilà, donc sport équipement aussi. On sent bien que il y a beaucoup d'équipements pour de la gymnastique intérieure, donc des tapis, des petites haltères, voilà, du petit équipement pour essayer de garder la forme. Et donc on retrouve tous ces usages-là dans les ventes. Le tourisme est toujours malheureusement en baisse. On se doute bien pourquoi, et c'est pas prêt de s'arranger malheureusement. Bon, ça, ce sont le nombre de pages vues, donc c'est aussi indexé avec le trafic. Je passe. Donc les pages vues par industrie, ça n'a pas tellement évolué par rapport à la semaine dernière. Et puis les transactions évoluent toujours à la hausse. Donc l'e-commerce là-dessus est une véritable alternative donc à l'approvisionnement des particuliers, des professionnels. Et là, sur le marché français, comme je vous disais, le fait maison a vraiment, vraiment explosé. On voyait pas du tout cette tendance-là ces derniers jours. Donc là, c'est impressionnant. Là où le supermarché a un petit peu baissé, Retail Tech est plutôt constant. On voit aussi les bijoux passer en positif et ainsi que les cosmétiques. Donc, il y a quand même l'envie avec le printemps de prendre soin de soi et de se faire quand même plaisir. Et ça colle à ce qu'on disait aussi précédemment dans les derniers webinaires. On a vu l'évolution, c'est qu'il y a eu la phase crainte au départ avec une chute massive de la conso et même des vues et donc de l'ensemble des acteurs ou des consommateurs n'allaient plus sur les sites. Puis quand tout ça s'est un peu stabilisé, qu'on a commencé à apprendre qu'on allait devoir vivre avec le confinement plus longtemps que prévu, c'est vrai que la notion de consommation sur certains produits est revenue et c'est effectivement très bien transmis dans les chiffres. Donc l'aspect crainte a un peu diminué. En tout cas, sur d'autres secteurs, elle a été plus répercutée sur du long terme, notamment ce que tu disais, le tourisme, qui nous laisse quand même une crainte sur la nouvelle situation dans les prochains mois, quoi. Oui, complètement. Oui. Ouais. Alors, c'est Damien qui présentait cette slide. Non, pas celle-ci. Après, C'est du live, messieurs, dames, c'est du live. Je pense que c'était d'alimenter dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'exemples, et notamment celui des trois Suisses, qui montrent que ça a été impacté en termes de vente. Donc, bien sûr, le chiffre d'affaires global des structures, et je crois que c'est Darty et Fnac aussi qu'on a sourcé dans ce sens-là. Il y a le chiffre d'affaires qui est impacté. Même si les ventes e-commerce augmentent, ça rattrape pas la totalité du chiffre d'affaires en face.
Et donc là, c'était ce témoignage de la présidente des trois Suisses qui a abondé dans ce sens-là, en disant OK, le e-commerce, il gagne pour certains acteurs qui sont implantés dans le marché, ça évolue, il y a un peu plus de chiffre d'affaires, mais le chiffre d'affaires global est fortement impacté. Et puis, il y a cet aspect de saisonnalité, comme vous l'avez dit, on est sur une transition. Donc, déjà au départ, il y avait ce blocage psychologique de se dire on va pas consommer dans un contexte actuel. Là, on a un peu plus de visibilité, il y a des habitudes qui sont mises en place, il y a les beaux jours qui arrivent. Donc, au final, ça permet peut-être d'être dans un autre état d'esprit et une ouverture un peu plus de consommation. Et ce qui marque ces hausses de chiffre d'affaires. J'ai ajouté quelques slides dans cette logique-là. Voilà, gros sujet actuel Amazon avec la fermeture de ses entrepôts par rapport au fait qu'ils ne respectent pas les normes d'hygiène sanitaire. Et donc Amazon a décidé de ne pas faire dans la demi-mesure, de fermer l'ensemble de ses entrepôts et puis d'expédier à partir de l'international, il me semble. Donc là, ils ont prolongé la fermeture de leur entrepôt. Bon, voilà. Des commentaires dessus, messieurs, c'est quoi votre avis? Ouais, non, tu as raison, Nico. Il confirme pas du tout une réouverture. En plus, les dates sont un peu repoussées au fur et à mesure, donc puisqu'ils font appel aussi de la décision. Donc c'est vrai qu'ils attendent de voir un petit peu. C'est une façon de réagir de façon assez tranchante. Et puis, je pense que c'est repoussé un petit peu chaque jour face à la pression qui est mise sur leurs épaules. Donc je pense qu'il va falloir vraiment suivre un peu ici les évolutions presque au jour le jour ou tous les 2-3 jours. Il y a aussi une pression sociale énorme, hein, notamment aux États-Unis où ils sont face à des cas de contestation de la part des salariés qui deviennent assez importants et qui sont relayés pas mal aux États-Unis, surtout dans le contexte actuel aux États-Unis. Donc globalement, Amazon, qui avait un petit peu réagi assez rapidement et avec beaucoup d'agilité, telles qu'on les connaît, même si des fois il y avait effectivement des opérations qui étaient un peu borderline sur certains aspects de sanitaires. Là, ils se retrouvent un peu rattrapés par des prises de décision peut-être un petit peu rapides. En tout cas, c'est intéressant à suivre. Ouais. C'est un vrai bras de fer, en tout cas, entre le gouvernement, enfin la justice plutôt, et eux, avec la pression sociale des emplois. Donc, bon, à suivre. Et là, il y a une réflexion aussi de fond et qui est peut-être une réflexion internationale, parce que si au final la France prend des mesures parce qu'ils ne respectent pas les mesures sanitaires, mais qu'ils expédient les produits dans des pays qui sont aux alentours, c'est même quid de l'aspect sanitaire, de l'hygiène, de la sécurité des gens aussi qui travaillent là-bas. Donc je pense qu'on en attend aussi au niveau peut-être européen de se dire quelle est la posture internationale que doit adopter l'Union européenne face à Amazon. Ouais, c'est là où on voit les limites du modèle et aussi les contradictions un peu de la mondialisation telle qu'on la vit. Et je pense que, comme tu dis, ça doit nous pousser à une réflexion qui va un peu dans le sens de la sortie de crise, à une réflexion de nouveaux paradigmes et de vraiment se poser la question de savoir ce qu'on veut du marché futur pour conserver toujours cet esprit de respect social, de garantie sanitaire, mais aussi nous, en tant que consommateurs, quelle valeur on met derrière notre acte d'achat. Donc, je pense qu'effectivement, ce genre d'acteurs, on en reparlera par la suite avec des acteurs français, scelle un peu une vision de la consommation qui peut être plus ou moins partagée par une masse de consommateurs. Mais je pense que la réaction de ces consommateurs face à ces décisions peut aussi faire inverser la tendance assez rapidement. Très bien. On en a parlé tout à l'heure. Article aussi sur Fnac Darty qui a communiqué certains éléments. Donc, vente en ligne qui représente habituellement 20% du chiffre d'affaires du groupe Fnac Darty ont augmenté de 19% sur la totalité du premier trimestre. Et notamment sur les derniers jours de mars, grosse augmentation. Néanmoins, le chiffre d'affaires global recule de 8% sur ce premier trimestre. Donc en fait, c'est un peu ces deux mouvements qui sont vraiment contraires qu'on voyait avant avec les trois Suisses. Et donc, bon, l'ensemble des acteurs doit faire avec. Et on imagine que déjà, si des très gros acteurs sont impactés à telle échelle, au final, des acteurs du milieu de marché ou des TPE se prennent aussi
des chiffres peut-être plus importants. Et donc peut-être, c'est ce qu'on va voir sur la logique d'opportunité, de se dire, en fait, il y a peut-être une tendance à s'orienter vers une logique de pure player, parce qu'au final, sur l'aspect e-commerce, il y a quand même une hausse des ventes qui sont en ligne. Oui, les brick and mortar ont le plus souffert, clairement. Ce sont les pure players qui tirent leur épingle du jeu. Là, en plus, Fnac Darty est en train de se faire aider par le gouvernement. Donc, il y a des discussions, comme le secteur automobile ou autre, pour pas perdre des capitaines d'industrie comme ça, qui représentent quand même un nombre considérable. Enfin, ce sont des références. On doit les préserver. Et pour ceux, tout à fait, et pour ceux qui ne sont pas pure players, il y a aussi une logique de part de marché et de volonté de faire en sorte de ne pas perdre en étant fermé trop longtemps. Donc justement sur certains secteurs vraiment pur brick and mortar, de ne pas perdre de perte de marché trop important par justement une nouvelle activité qui serait pure player e-commerce et qui après ne permettrait pas une reprise en termes de part de marché sur les brick and mortar qui pour le coup subissent des investissements, des charges structurelles, opérationnelles assez lourdes. Et donc il y a aussi la vision à plus ou moins long terme de se dire bon, je peux compenser avec le e-commerce, avec du pure player, ou en étant un pure player, ou en allant véritablement vers le e-commerce. Par contre, j'ai une logique de part de marché aussi qui, in fine, est une logique de revenu à la fin, et c'est une notion différente à prendre en compte pour ces acteurs-là. La tendance qui se confirme avec cet exemple, c'est ce nouveau dynamisme qui est en place peut-être sur les dernières semaines. Et il y a certains acteurs aussi qui ont décidé de rouvrir leur site e-commerce. On en avait parlé dans les précédents lives, notamment Devred, les marques du groupe Devred qui ont décidé de rouvrir. Donc on voit déjà qu'il y a un optimisme du marché et une confiance vers cette logique aussi e-commerce. Ouais. Alors, autre élément, ça se passe un peu à l'autre bout du monde, mais ça me semblait important de l'évoquer. Facebook qui investit énormément d'argent dans Geo-Platform, qui est une plateforme e-commerce, et donc pour synchroniser ses forces avec WhatsApp, mais aussi le e-commerce indien. Voilà, je trouvais ça pertinent de l'évoquer parce qu'on parle d'opportunités. On voit que ça évolue dans tous les sens, comment Amazon peut être impacté et se reconditionner. Et on voit que des acteurs comme Facebook continuent d'être dans une logique de développement en se disant ok, peut-être c'est une opportunité à mobiliser sur un marché, à faire des synergies avec d'autres acteurs. Et en plus, Facebook s'oriente davantage vers le e-commerce, même s'ils ont des fonctionnalités, ils n'ont jamais été ultra agressifs dans leur démarche. Là, c'est quand même un signal fort de se dire on se tourne vers l'Inde, on va essayer d'offrir un écosystème ultra riche en fonction de nos bases de données avec WhatsApp, Facebook et donc Geo-Platform pour attaquer du e-commerce. Et tout à fait. Et il y a un certain nombre de deals, entre guillemets, qui passent un petit peu sous le tapis, qu'on ne verra pas et qu'on ne verra plus tard, post-crise. Tout dépend de combien de temps dure la crise, mais effectivement, il y a aussi des problèmes de capacité financière en ce moment et des problèmes de fonds de roulement qui vont plus loin, qui vont à un problème de capital. Et donc, il y a des acquisitions, des prises de participation qui étaient peut-être complètement impensables il y a quelques semaines et qui vont réarranger un petit peu l'écosystème. Et il va être intéressant de voir comme il y a une accélération, comme on a vu une accélération de certains services technologiques dans cette période de crise. Il va y avoir aussi une réorganisation, je pense, de l'écosystème avec des acteurs qui vont prendre des parts plus ou moins importantes dans des sous-acteurs ou des sous-traitants qui vont reconditionner le e-commerce de façon générale, notamment avec les gros du web, en effet. Ouais. Ouais, observer comment ça va se consolider. Qui va être perdant, tout à fait, ouais. Il y a eu beaucoup d'articles dans ce sens-là. Ce type de crise réussit déjà au plus gros et au final va consolider les inégalités. Et ça, c'est quelque chose où faut qu'on soit très attentif par la suite. Et encore plus aujourd'hui en tant que consommateur parce qu'on a un choix. Vraiment, on vote pour les entreprises qu'on souhaite voir perdurer autour de nous. Oui, et puis il y a un effet d'aubaine et de spéculation aussi. Quand on voit le pétrole, le coût du baril qui est descendu sous la barre de $0, tout est perturbé. Et la filière tech également.
Donc, on est sur des investissements, des valeurs boursières aussi, et il y a des investisseurs qui se disent c'est le moment de saisir cette opportunité. On verra après. Mais je pense qu'il y a des ambitions capitalistiques et peut-être de revendre plus tard. Très bien. Dernier élément que je voulais souligner, c'est cet aspect click and collect. Le gouvernement a fait un communiqué de presse il y a quelques jours pour soutenir, pour insister sur cet aspect de click and collect et de dire, voilà, on l'accepte. Et donc, les petits business peuvent s'orienter vers cette logique-là, bien sûr en respectant les règles sanitaires. Mais voilà, il y en a qui l'ont déjà mis en place. On a beaucoup parlé de Drive ou autre. Peut-être le click and collect, on ne l'avait pas tant mentionné que ça par rapport au type d'organisation. Est-ce que c'est aussi une flexibilité? Mais en tout cas, l'État appuie là-dessus et dit bah, OK, c'est pas fermé, vous pouvez continuer à faire du business. Et pour ça, il y a différentes solutions. Et le click and collect en est une. Ouais, Oui. et je pense que ça va participer grandement à une sortie, entre guillemets, disons, à un confinement un petit peu plus allégé, parce qu'il ne faut vraiment pas parler de sortie du confinement, ça va vraiment être crescendo et ça va concerner que certains types d'acteurs. Mais effectivement, ça va participer à la reprise économique, même à petite échelle, dès le 11 mai, même peut-être en amont, mais ça va c'est quelque chose qui va être encouragé, puisque les gestes barrières et la distanciation sociale, si bien organisés, sont tout à fait respectables dans ce genre de conditions. Et ça permet, mine de rien, de faire peut-être moins de volume, puisque d'un point de vue purement opérationnel, le volume de commandes qu'on peut traiter et le volume de commandes qu'on peut livrer est quand même minime pour une activité classique de retail. Mais ça va participer grandement et on le verra par la suite, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui effectivement reviennent ou mettent cela en place pour survivre un peu, pour gérer un petit peu de revenus. Ouais. Très bien, messieurs. Première partie, on est nickel dans le timing. Donc voilà, on a vu un peu le contexte actuel, les actualités ou autres. Et là, maintenant, c'est la partie où on va se pencher sur les opportunités. On a vu déjà quelques cas. On en a listé beaucoup d'autres sur ces prochains slides. Donc, c'est vraiment de se poser cette question. E-commerce. On dit e-commerce, quelles opportunités s'offrent à nous pour tout type d'acteurs et vers quoi on doit s'orienter sur ces prochaines semaines et ces prochains mois. Oui. Tout d'abord, c'est vrai qu'on en a parlé et puis on commence à le voir. Je pense que vous le voyez aussi sur votre veille générale et puis en discutant avec les différents partenaires, clients, etc. De façon générale, le e-commerce n'a jamais été aussi dynamique, entre guillemets, que précédemment. Donc, c'est vrai que c'est le moment de consolider l'ensemble de ces opérations, de se poser les bonnes questions pour faire de son e-commerce quelque chose de plus structuré qui non seulement est capable de répondre de façon périodique à la crise actuelle que nous vivons, mais aussi peut-être pour certains qui ne sont pas pure players ou totalement sur du e-commerce, de se dire qu'il y a une opportunité à saisir pour un chiffre d'affaires complémentaire. Ça, c'est une base. La deuxième information importante que je voulais communiquer avec vous, et ça c'est mon côté plus supply chain et logistique, c'est que l'ASLOG a mis à jour, donc l'ASLOG, vous pouvez aller voir sur le site, l'association, a mis à jour une liste de fiches pratiques téléchargeables qui est ultra pertinente sur 100 questions, 100 réponses, qui concerne l'ensemble de... Alors, c'est le e-commerce, oui et non, c'est en fait toutes les questions d'approvisionnement, de planification, de prévision, de logistique, de transport, et aussi un volet e-commerce. Donc, on pourra vous mettre le lien peut-être à la fin, peut-être dans le chat, parce qu'on n'a pas eu le temps de le mettre. Mais il y a 100 fiches pratiques téléchargeables qui vous posent des questions et qui fournissent les réponses. Du style pourquoi certains transporteurs continuent à livrer et pas d'autres, comment en tant que e-commerce je peux négocier renégocier mes contrats de transport, etc. Donc ça c'est vraiment en guise d'introduction. On vous encourage à aller voir cette base de données mise à jour de fiches téléchargeables, la SLOG, qui est pure opération, mais très intéressante et qui va un peu plus loin dans la démarche. En tant qu'opportunité donc globale, c'est vrai qu'on a souvent parlé des places de marché et justement de la question qu'on peut se poser en tant qu'e-commerçant pour acquérir de nouveaux clients ou potentiellement s'orienter vers de nouveaux marchés, d'opérer sur une place de marché. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que on va dire à des coûts structurels ou à des démarches opérationnelles un petit peu minimes ou minimisées, on peut éventuellement avoir un potentiel de nouveaux clients et de nouveaux marchés
assez important, assez intéressant, surtout que les marketplaces, on le voit en poupe à l'heure actuelle, et elles ne souffrent pas encore de problèmes de capacité. C'est-à-dire qu'elles ont eu effectivement fort à faire au début de la crise, puisqu'il y a une certaine partie des transactions qui sont passées sur les places de marché. On est passé à plus 27-30% des capacités habituelles, mais on est revenu à un niveau à peu près normal, tout dépend des places de marché, ce qui veut dire que le flot de commandes ou les transactions sont encore à peu près gérées et gérables. On vous a remis, on a communiqué là-dessus pas mal, on vous a remis une liste de plusieurs places de marché en fonction alors de vos produits, des catalogues ou des opportunités que vous voulez viser. Mais en tout cas, cette liste sur economy.gouv.fr vous donne une idée de certains acteurs qui mettent en place soit des solutions simplifiées pendant la crise, soit des tarifs réduits, etc. Donc c'est vrai que se poser la question de place de marché en tant qu'e-commerce, soit pour se lancer, soit pour compléter son offre, est une question, une opportunité à saisir. Et puis à distinguer là, dans la liste, c'est qu'il y a des acteurs qui sont nationaux, parce que quand on dit place de marché, on pense tout de suite à des gros acteurs, c'est Discount, eBay, Rakuten, c'est des très grosses plateformes pour cibler énormément de personnes. Mais au final, là, ce qu'on a vu, c'est l'émergence de plateformes qui existaient déjà, bien sûr, des épiceries, mon petit e-commerce. Là, c'est des places de marché locales. Donc, c'est au sens Exactement. où, je suis un commerçant, je veux livrer autour de moi, et ben, au final, je vais avoir une technologie qui va me permettre de me plugger facilement et puis de fournir une interface e-commerce à mes consommateurs et potentiels consommateurs. Ouais. Et donc ça, c'était déjà présent, mais peut-être il n'y avait pas forcément un besoin très fort ou une prise de conscience aussi poussée qu'aujourd'hui. Et donc, c'est aussi ce qu'on constate, c'est cette logique de place de marché. Vous pouvez avoir une stratégie très locale en rejoignant ce type de plateforme. Tout à fait. Et en plus, dans une approche très locale à moindre coût, moindre risque, c'est potentiellement des clients que vous connaissez déjà, mais ne pouvant pas les fournir et les servir en tant enfin, dans une boutique classique, vous pouvez les rediriger vers ce genre de place de marché. Ouais, tout à fait. Donc, il y a aussi toute la question d'acquisition de nouveaux clients qui se pose souvent, qui est parfois lourde quand on se place en situation opérationnelle. Là, dans ce cas-là, avec du très local, c'est vrai que cette partie-là est déjà entre guillemets faite puisque votre communication ou votre connaissance sur le tissu local est déjà là. Ensuite, c'est un peu la réactivité qu'on a tous et notamment l'agilité dont on peut tous bénéficier dans ce genre de crise, c'est penser et créatif, et notamment dans l'idée de créer des opportunités en trouvant des nouveaux canaux. Alors des nouveaux canaux, c'est pas forcément des nouveaux canaux de vente, comme on l'a dit, le e-commerce qui peut soutenir, mais c'est très très vague et je pense que Vincent pourra ajouter quelque chose là-dessus. Mais il y a d'abord les canaux de distribution, il y a aussi les canaux de vente. Les canaux de distribution, c'est vraiment, je pense que c'est une période assez opportune pour repenser un peu les différents maillons de votre chaîne de valeur et notamment où vous vous situez par rapport à vos clients finaux et dans quel modèle opérationnel vous vous situez. Est-ce que vous avez des distributeurs? Est-ce que vous êtes véritablement en direct? Est-ce que vous êtes plutôt en opération en modèle de dropshipping? Est-ce que vous passez par des magasins existants qui vous permettent la disposition sous forme de licence d'un boot, d'un stand? Voilà. Il y a toute cette forme de distribution qu'il faut repenser puisque à terme, il y a une relation nouvelle avec son client due à un virage par rapport à la consommation de ce client, mais aussi par rapport aux économies qui sont importantes à faire en ce moment, vu la baisse de revenus. Trouver des nouveaux canaux de vente, c'est aussi, comme on l'a dit, passer par les plateformes, mais peut-être regarder des sites mutualisés ou regarder toutes les options locales. Il y a aussi les réseaux sociaux qui maintenant, en plus d'un canal marketing, devient un canal de vente, alors soit par effet de bouche à oreille, mais également aussi par des petites options locales qui sont très efficaces et un bouche à oreille média socialisé, comme on pourrait dire, qui permettent effectivement d'accroître les ventes et qui, pour le coup, vont amener à une pérennité dans l'acquisition des clients, ce qui est pour le coup important pour la suite. Multiplier les canaux, c'est aussi les canaux de communication. Donc, on vient de parler des réseaux sociaux, mais on a parlé aussi des newsletters. Il n'a jamais été autant important, entre guillemets, que de garder
la distanciation sociale physique est importante, donc la proximité en ligne, si on peut le dire comme ça, c'est un peu antinomique, mais la proximité digitale devient importante dans ces moments-là. Et donc, créer un contact de façon régulière avec son consommateur, c'est toute une autre opportunité qu'il faut saisir, surtout qu'on peut peut-être, en fonction du temps qui nous est imparti, des ressources qu'on a, personnaliser cette relation avec son client. Et on va voir que c'est vraiment une des tendances qui va émerger du e-commerce après la crise, d'après plusieurs experts. Et notamment aussi, vas-y, ouais, Vincent. Non, je t'en prie, c'est très bien. Damien, tu as tout bien expliqué. J'aurais tendance à dire qu'il y a quand même une tendance à aller vers du quali plus que du quanti. Donc, cibler en termes d'acquisition de trafic, aller vraiment vers les communautés, les gens qui ont besoin de vos services, avec une communication claire, transparente sur vos services et originale. On peut, comme on l'a vu dans les précédents lives, profiter de l'aubaine de la crise pour pousser certains produits qui s'adaptent très bien au télétravail, par exemple. Mais c'est aussi en termes de conversion, profiter de ce temps-là pour affiner vos pages, votre conversion au sein de votre site, de votre tunnel d'achat. Et surtout, ce qu'on fait pas assez, c'est de la fidélisation. C'est profiter des clients que vous avez, cette aubaine de clients, pour les garder au chaud, les cultiver. Là, c'est le moment de semer, enfin de récolter. On est au printemps, hein, donc arrosez bien, c'est important. Mais voilà, surtout fidélisation et qualité. Qualité plus que quantité. Ouais, et je rebondis encore sur cette fidélisation, effectivement, puisque on a aussi une partie des e-commerçants et des retailers de façon générale, des commerçants qui donc ont une partie de leurs ressources, enfin de leurs ressources humaines, de leurs employés en chômage partiel. Et donc, alors en chômage partiel, ils sont pas censés travailler, mais ceux qui sont entre guillemets véritablement à la maison avec une masse de travail et une charge de travail réduite, il y a des opportunités de formation, d'apports qualitatifs qui sont importantes, mais il y a aussi une opportunité de contact et d'approfondissement de la relation client. Et j'avais un client qui est localisé en Italie, pour le coup, qui lui a pris ce temps et certaines de ses ressources qui étaient moins occupées pour appeler sa base de données, alors pas toute la base de données, mais appeler ses clients, ses consommateurs, pour récolter des avis et des feedbacks qui ont une valeur inestimable en ces temps de crise sur la marque et le produit en général, mais aussi sur la gestion de la crise. Et ça, pour le consommateur, ça a une valeur inestimable et indéniable puisque on est contacté par les personnes de la société en direct. C'est un moment où on a le temps de le faire et la fidélisation, in fine, elle est importante. Pour finir, effectivement, les nouveaux canaux de la relation client, c'est un peu ce que je disais, mais ça va permettre aussi de compenser la promesse de service, la promesse de livraison qui n'est pas forcément confirmée à l'heure actuelle avec les retards et l'ensemble des problèmes opérationnels liés aux livraisons, la frustration dans la commande, dans la rupture de stock, etc. Donc, c'est vraiment une opportunité à saisir dans cette complexité pour renforcer cette relation. Ensuite, on a discuté aussi récemment tous les trois et on pensait que c'était intéressant de vous mentionner ces possibles opportunités, notamment, alors ça va dépendre un peu du secteur, mais pourquoi ne pas accéder directement à des clients finaux quand on est par exemple industriel, quand on n'est pas forcément opérationnel directement, mais le D2C, le direct to consumer est quelque chose qui va émerger. Alors notamment, il y a vraiment une notion de plus en plus de produits sur mesure, de connaissance et de personnalisation de connaissance de son client et de personnalisation de l'offre. Donc, quand on est dans une démarche où on travaille avec des distributeurs, où on ne fournit pas forcément tout de suite son client final, donc ce n'est pas un client final, mais on passe effectivement par plusieurs maillons dans la chaîne, dans cette période de crise, pour générer un revenu supplémentaire, pour se créer une opportunité, il faut sortir un petit peu de son business model. On l'a vu avec Rungis il y a 2 semaines, qui a complètement revalorisé, enfin reconsidéré son business model en créant la plateforme en ligne. On peut penser dans l'industrie, qui est une industrie dynamique, qui est une industrie dont on a besoin en France, que certains acteurs ou même des commerçants, des retailers qui ne sont pas pure players se disent il y a peut-être une opportunité à aller chercher en passant directement en D2C, en allant chercher le consommateur final. Ça peut passer par un développement en interne. Ça dépend des ressources, ça dépend des capacités qu'on a, mais ça peut aussi passer par des plateformes et des soutiens. Les CCI participent à ce genre de programme, etc.
Donc, c'est des questions qu'il faut se poser, telles que l'omnicanalité. Alors, on en a parlé un petit peu juste avant. L'omnicanalité, alors c'est peut-être pas le moment de commencer à ouvrir un magasin en brick and mortar. Par contre, il peut être intéressant, si on est déjà en omnicanal, comme disait Nicolas tout à l'heure, de voir un petit peu quelle est la part du chiffre d'affaires qui est répercutée sur l'aspect physique et l'aspect online, et commencer à appliquer ou en tout cas intégrer une stratégie commerciale ou marketing pour peut-être rééquilibrer ce chiffre d'affaires et surtout ne pas se laisser leurrer par ce qu'on a pu voir et pu appeler en début de crise des chiffres e-commerce qui étaient un petit peu prometteurs et qui en fait n'étaient qu'un résultat d'une consommation un petit peu express et un petit peu réactive en début de crise, mais qui a tendance maintenant à se stabiliser après les chiffres qu'on a vus de Vincent. Donc il faut se poser ces questions, si la possibilité existe, toujours dans le respect des règles de distanciation, etc. Et en même temps, quand on parle de D2C, d'omnicanal, on est obligé de parler de logistique et c'est peut-être le moment de repenser sa logistique aussi. Alors, on en parlera un petit peu après, mais il y a une opportunité à saisir, notamment dans l'optimisation. Alors, c'est vrai que vous l'entendrez peut-être beaucoup de la bouche de Vincent et moi, mais l'optimisation, c'est en ces périodes de crise où on peut effectivement voir notre capacité de réaction et d'agilité dans nos processus opérationnels, je pense qu'il faut apporter une vision d'optimisation et de reconsidération des processus pour effectivement essayer de générer un maximum de marge dans ces situations délicates puisqu'on a moins de volume d'affaires. Donc, on peut en reparler en détail, bien sûr, après, mais c'est le moment peut-être de repenser sa préparation de commande, son transport, ses services dernier kilomètre. Oui, et ses cibles aussi, ouais. J'ai 2 clients qui sont en B2B et qui veulent s'adresser au B2C. Voilà. Donc, adapter leurs produits et viser une cible complémentaire. Ce que vous soulignez ici, messieurs, c'est l'aspect d'agilité. Et au final, c'est quelque chose de très cohérent avec notre précédent live, parce que Arthur, il en parlait notamment sur les stratégies d'acquisition, de se dire, OK, en fait, il faut repasser sur des modes de test and learn, même si on le faisait déjà. Là, on est beaucoup plus sur une logique de voir comment ça se passe, d'analyser et de faire vraiment des itérations. Et là, ce que tu soulignes bien, c'est de rester sur cette même philosophie sur toutes les dimensions, que ce soit même sur l'aspect logistique ou autre, d'avoir une certaine polyvalence et agilité, c'est ce qui va vous permettre d'identifier des orientations stratégiques et des développements sur le court terme dans un premier temps. Exactement, surtout que on est dans une crise. Et comme dans un couple, comme dans une famille, comme dans un binôme, c'est dans les moments de crise qu'on peut s'assurer de la pérennité, de la solidité de la relation. Et dans ces conditions-là, alors on parle des clients, mais là on parle plutôt des prestataires, c'est dans ces situations-là qu'on peut effectivement reconsidérer aussi, ou en tout cas réassurer la force de la relation avec son prestataire. Oui, Donc, et à condition d'avoir une base saine. Donc un modèle économique, des produits, une relation client au top en termes de qualité, de fonctionnement. La base doit être très très saine pour tenir et justement avoir la capacité de s'adapter à cette crise, au changement de paradigme. ouais. Le test du feu, en effet. Alors là, je vous ai mis 3 exemples qui sont assez intéressants puisque je pense que vous pouvez bien visualiser en tant qu'e-commerçant ce que d'autres peuvent faire. L'idée générale, on en a parlé à chaque fois dans chaque webinaire, c'était vraiment de penser que derrière chaque crise, il y a une opportunité de reconsidérer un peu sa marque, son marketing et sa proposition de valeur de façon générale. On l'avait un petit peu évoqué il y a 2 semaines, mais l'idée dans ces conditions difficiles, c'est peut-être de permettre aussi une offre et en tout cas des réductions ou des offres commerciales ou des réductions commerciales qui sont intéressantes et qui vont, entre guillemets, alors ne recouvreront jamais l'ensemble des pertes, mais vont pouvoir peut-être amener un petit peu plus de chiffre d'affaires que prévu sur le plan de continuité qui a été établi, par exemple. Et donc, on voit une société comme Drawer qui est sur du coup de l'ameublement, qui propose des offres commerciales inédites pendant cette période. Donc, ils se sont mis d'accord sur un certain nombre de références avec leurs fournisseurs qui sont remisés. Et il y a des frais de port offerts, etc. Il y a tout un geste commercial qui peut être établi en période de crise pour continuer à assurer ce qu'on a dit avant, une fidélisation, montrer qu'on fait l'effort en tant qu'e-commerçant avec ses fournisseurs. Alors là, dans le cadre d'une place de marché, par exemple, mais aussi peut-être même juste sur son calcul de marge brute et donc net à la fin, mais aussi surtout pour son consommateur final en disant tout le monde met un peu la main à la pâte pour réduire un peu, mais
en fin de boucle, on est tous un petit peu gagnants. On en a parlé juste avant, mais le do-it-yourself qui est revenu aussi au galop pendant cette période, puisque ça permet un petit peu de compenser certaines pertes. Alors, si on ne peut pas vendre des produits, disons, qui ne sont pas forcément de première nécessité, ou certains magasins sont fermés, donc on ne peut pas écouler une partie de son stock, on peut orienter effectivement une partie de sa collection sur du do-it-yourself, notamment pour faire face à certains blocages d'approvisionnement ou de stock. C'est ce qu'a fait Etoffe.com. Qui est une société donc, qui, elle, est sur véritablement de la décoration, tapisserie, etc., avec une rubrique do-it-yourself, donc une agilité de nouveau, même une créativité. Mano Mano avait fait aussi preuve d'humour et d'agilité dans ce même registre, avec plusieurs fiches techniques et des idées de bricolage à la maison. Donc, c'est tout autant d'opportunités à saisir, de créativité à mettre en place pour repenser un peu sa proposition de valeur, mais surtout développer potentiellement une offre à long terme et qui pourra durer sur les 5, 10, 15 prochaines années, autant que le business dure, et qui potentiellement va effectivement ramener de nouveaux clients et même un volume d'affaires plus important. Concernant un autre exemple que je trouvais important sur cet aspect de proposition de valeur aussi, c'est notamment dans le retail, enfin dans la mode, Bonne Gueule qui a décidé, alors là il y a plus des mesures opérationnelles qui ont été mises en place avec l'arrêt de certaines campagnes ou même une réduction des dépenses opérationnelles, mais je pense que ça parle à tout petit commerçant, mais en même temps un rythme de collection qui a été totalement repensé. Pourquoi? Puisqu'on ne peut plus partir, et on en parlait déjà ensemble, messieurs, lors des derniers webinaires, on ne peut plus partir sur la saisonnalité un peu classique qu'on avait, puisqu'on voit qu'on est contraint à un nouveau type de saisonnalité dû au confinement, dû aux opérations ou en tout cas aux ouvertures, aux fermetures de magasins. Et donc, effectivement, Bonne Gueule revoit un petit peu la façon de faire ses collections au mois le mois, en fonction de ses ventes, presque au jour le jour. Et ça vient avec l'approche d'agilité qu'on doit avoir dans ces moments de crise pour permettre à sa société de réagir. Là, je vais aller assez vite sur le début. L'idée, c'est de saisir cette crise et ce peu de pause pour penser au long terme. Penser au long terme, c'est penser à ces modes de distribution futurs, c'est penser à tous les nouveaux réseaux qu'on peut développer, partenaires mais aussi approvisionnement. Et on l'a dit, l'approvisionnement plus en local va devenir une norme. Et on voit qu'il y a effectivement des virages qui sont pris, alors soit d'un point de vue gouvernemental ou même certaines marketplaces, certaines communications. Mais c'est aussi le moment de reconsidérer son approche transport global. Et je ne parle pas que du dernier kilomètre, mais souvent en tant qu'e-commerçant, c'est vrai que vous avez tendance à partir sur l'offre de services transport ou dernier kilomètre un petit peu classique, facile, simple et peu cher pour le consommateur. Et on voit que cette offre de service, elle n'est pas forcément réactive, ou en tout cas, elle est peut-être un petit peu impactée, même très fortement impactée en temps de crise. Malheureusement, des crises, on en aura. J'espère pas aussi importantes, mais on en aura. Elles pourront être liées à la sécurité, à un embargo, à un problème européen, un problème sanitaire de nouveau. Et je pense que c'est le moment de reconsidérer un plan B, un plan C, un plan D, notamment sur son approche transport, et d'aller voir un petit peu quelle est la réactivité et la nouvelle relation commerciale qu'on peut développer dans l'approche transport et dernier kilomètre. Je pense que c'est le bon moment pour ça. Et on a des ressources humaines qui sont un petit peu en pause. Donc, l'idée de former ses employés, d'apporter en qualification chez eux a tout autant de sens, puisque c'est un investissement qui a un retour important, puisque ces ressources vont de nouveau réinvestir dans la société après par un apport en valeur, par un apport en industrie, enfin en qualité, en design, en création, etc. Globalement, d'après une dernière analyse de plusieurs experts data et e-commerce, on voit que le e-commerce pourrait durablement évoluer vers ces 4 tendances. Une expérience qui va un peu transcender l'écran. Alors, dans le sens où le e-commerce, de façon générale, ne sera plus que du e-commerce, mais le voice commerce va peut-être s'accélérer beaucoup plus rapidement. Donc, on sera plus forcément sur simplement l'achat via écran interposé. Mais on va voir aussi même la dualité en magasin avec l'omnicanalité et toute la data qui va derrière, la connaissance qu'on a de son client final. On va la retrouver notamment en magasin si on est dans un cadre omnicanal. La personnalisation va devenir aussi de plus en plus importante. On en a parlé juste avant, notamment puisque grâce en fait à un nouveau mode d'achat, peut-être un recentrage des modes de consommation suite à la crise,
il va falloir répondre à une personnalisation de l'acte d'achat et du e-commerce de façon générale. Et ça passe avec les nouvelles technologies, les nombreuses données dont disposeront les magasins en termes d'omnicanal, qui font qu'on connaîtra déjà le client, son e-acheteur, quand il entrera en magasin, puisqu'on aura toute une base de données importante qui permettra d'améliorer l'expérience client. Ça va aussi nous permettre, entre guillemets, d'améliorer les moteurs de recherche produits, par exemple, puisque en connaissant exactement la typologie de son e-acheteur, on pourra effectivement, ou en tout cas des mots-clés les plus importants à rechercher sur sa place de marché ou son site, on pourra orienter vers le bon produit de façon plus facile. Les marques à forte valeur, ou en tout cas celles qui mettent en avant des valeurs qu'elles respectent et qu'elles sont capables de prouver, vont aussi montrer un essor important. Notamment en période de crise, on l'a vu, on se ressent véritablement sur des choses qui ont un peu plus de sens. Alors, il y a l'aspect coût aussi et économique, mais il y a l'aspect valeur. Et ça se fait ressentir dans l'acte d'achat. Donc, ça veut potentiellement dire que vous, en tant qu'e-commerçant, il va falloir investir sur du contenu, puisque le contenu va permettre de créer et d'améliorer cet acte d'achat sur base des valeurs qui sont défendues par votre entreprise. L'expérience et le service lors de l'achat, donc l'expérience d'achat améliorée, ça c'était déjà une tendance qu'on voyait, mais on pense effectivement que ça va se développer de plus en plus, notamment par le fait que dans ce contexte, l'idée étant de réduire entre guillemets les contraintes via le e-commerce qui se développe, il faut effectivement que la valeur ajoutée lors de l'expérience d'achat soit plus importante et c'est notamment ça qui va faire la distinction entre concurrents. Donc voilà, quelques notions intéressantes sur le long terme qu'il est temps peut-être d'attaquer. Il est aussi peut-être intéressant en fonction de vos ressources et de vos capacités d'apprivoiser et peut-être ou d'accélérer l'innovation, d'apprivoiser une technologie ou d'accélérer l'innovation. Vous aviez commencé ou véritablement débuté. Alors la réalité virtuelle ici a du sens puisqu'elle permet par exemple le live e-commerce streaming, donc véritablement peut-être en réalité virtuelle via les réseaux sociaux, d'aider à mettre des commentaires sur des produits et donc de créer des nouveaux canaux de vente. L'intelligence artificielle qui va effectivement aider. Alors j'ai mis l'exemple de Staples qui a par exemple mis en place des bornes de recherche produits dans les magasins justement générées par une intelligence artificielle pour aider à une approche rapide et sans contact, à part les bornes, mais sans force de vente physique. Donc, il y a des réactions comme ça de certains retailers dans certains domaines qui montrent qu'il y a une accélération de la technologie, enfin de l'adaptation et de la mise en place d'une technologie pour effectivement faire face à une demande et donc permettre aux e-commerce et aux e-commerçants de réagir. June, on avait parlé la dernière fois, c'est l'agilité notamment de l'équipe tech pour switcher complètement l'offre de livraison, puisque tous les points retrait colis ont été fermés. Il a fallu faire de la livraison à domicile. Et donc, effectivement, ici, les notions de connaissance ou d'agilité technologique sont importantes. Retour optimisation, ça vient un petit peu, je vais aller très rapidement là-dessus, ça vient un petit peu en accord avec ce qu'on disait sur repenser sa logistique, mais c'est vrai que ce sont des choses qu'on met souvent en dernier, la gestion des retours, bien clarifier sa politique retour. Je pense qu'il y a une opportunité ici à saisir puisqu'on sait que le retour, c'est non seulement un impact important sur sa ligne de profit en fin de compte, mais c'est aussi une satisfaction et une garantie d'acquisition client importante puisque ça devient un des critères numéro 1 de choix ou en tout cas de conversion s'il y a une politique de retour présente, si elle est claire, etc. On voit que les pourcentages de conversion sont grandement impactés. Donc c'est le moment de repenser à tout ça. Très rapidement, je voulais mentionner ici un peu ce que nous apprennent certaines marques. Alors, soit des grands acteurs, soit les DNVB, les Digital Native Vertical Brands. Donc, ces marques, j'en ai cité quelques-unes qui sont véritablement, qui commencent e-commerce, pure player et qui ont du coup des choses à nous apprendre dans cette gestion de crise. Qu'on retient réellement de ça, c'est réactivité, agilité et la base client avant tout. Pour vous donner quelques exemples, ces e-commerçants ont adapté une gestion de stock, ou un transfert de services de livraison dans des temps records, ont repris pour certains une partie de préparation des commandes ou des colis à domicile chez certains membres de leur équipe pour, entre guillemets, épargner un certain nombre de salariés ou parce qu'ils n'avaient pas la ressource nécessaire. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre
d'options, soit technologiques, soit véritablement du do-it-yourself, hein, de retour de préparation à la maison ou en tout cas d'allocation de gestion du stock ou de transfert de services logistiques de façon assez immédiate, assez rapide et toujours dans l'écoute du client final, puisque souvent ces marques-là sont des marques qui ont véritablement des valeurs fortes et donc qui veulent toujours assurer un service de qualité à leurs clients. 3 points pour terminer. Rakuten nous propose un retour au click and collect grâce au Drive, notamment pour accompagner. Alors, je trouvais ça intéressant parce que c'est un acteur assez important, enfin même très important, mais qui travaille avec beaucoup de PME. Et c'est vrai qu'ils ont pas mal de PME qui sont pas forcément très réactives ou qui peuvent pas forcément réagir assez vite et s'adapter ou comprendre la mesure de la place de marché ou du processus opérationnel. Et donc, c'est vrai que Rakuten aide les petites PME dans leur vente, notamment en proposant un click and collect sur Rakuten In-Store. Donc, très intéressant de voir la dualité entre un grand acteur marketplace, mais qui n'est pas qu'un pure player, qui va commencer. Le Bon Coin, qui a, du coup, on en parlait avec Vincent tout à l'heure sur l'automobile, mais aussi sur l'immobilier, a permis de décaler les investissements des annonceurs. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un geste ou entre guillemets une réponse financière, on va dire. On en parlait avec les loyers aussi précédemment. Qu'est-ce que les banques vont faire? Qu'est-ce que les promoteurs vont faire? Ou en tout cas les agences sur les loyers. Donc là, on est dans la même situation, un report des investissements des annonceurs, donc pour permettre en fait à chacun de s'y retrouver sur du plus long terme. Et puis Uber qui continue donc qui agit, mais qui réagit suite aux problèmes, entre guillemets, ou aux considérations sociales qu'il y a eu en début d'année, fin d'année dernière, qui maintenant se met avec Uber Direct et Connect sur de la livraison de colis pur et simple, notamment aux États-Unis, mais bon, c'est un service qui va arriver, et Connect entre membres de la même famille pour envoyer un rouleau de papier toilette ou ce genre de choses, ou le cadeau de Pâques ou ce genre de choses. Donc on voit qu'il y a véritablement une réaction, une agilité de certains acteurs très rapide, très efficace, mais aussi très pragmatique. Un problème, un petit problème ou un gros problème, une réaction assez rapide là-dessus, quoi. Très bien. Pour aller dans ce sens-là, j'ai mis un exemple. Tu parlais tout à l'heure des NVB et il y a cet exemple aussi de Respire qui organise des Respitch. Et du coup, voilà, c'est Respire, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui est très engagée avec des déodorants made in France, très éthiques et avec des produits vraiment très alignés. Et donc, la fondatrice, Justine Hutto, a décidé de lancer des pitchs sur Instagram en live et donc de mettre en avant d'autres entrepreneurs qui ont tout aussi des beaux projets. Donc au final, je trouve ça intéressant dans ce que tu disais, c'est cet aspect de relation. En fait, aujourd'hui, les gens ont davantage le temps, les entreprises aussi. Donc si c'est pas dans une logique de vente, c'est de renforcer cette connexion, ce lien et de se dire, bah oui, il y a des exemples et les exemples des NVB, c'est ces marques médias en fait qui rayonnent à travers une communication très forte, des valeurs définies et très claires, et du coup qui vont générer des ventes, mais c'est un peu la résultante de leur philosophie et de leur mission. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui continuent d'avancer en mettant en place des actions qui peuvent sembler un peu éloignées de leur but commercial, mais qui sont dans une démarche très communautaire et très humaine. Et ça, c'est aussi des exemples qu'on voit de plus en plus. Très bien, messieurs, pas mal d'éléments qu'on a évoqués aujourd'hui. J'ai 2 questions listées. La première, c'était, on a vu là que les gros acteurs faisaient preuve d'agilité. On a vu aussi que BlaBlaCar avait décidé de mettre une plateforme pour permettre l'entraide, tout simplement, transporter des objets ou autres. Ce type de modèle, c'est des modèles qui sont juste dans la réaction, ou vous pensez que les initiatives comme celle de Uber, celle de BlaBlaCar vont être véritablement des nouveaux modèles en termes de supply chain, en termes de distribution? Alors, moi, je pense qu'il y a c'est ma conviction personnelle, à la fois c'est ce qu'on me demande là. Je pense véritablement qu'il y a un inconscient collectif qui est en train de changer. On s'en rend pas compte à l'heure actuelle, mais cette crise va profondément nous marquer. Profondément nous marquer parce qu'elle fait appel à des notions très importantes pour nous, des notions de liberté, des notions de sécurité sanitaire et des notions de survie économique.
Et donc, c'est un peu des priorités qu'on a mis, on les avait toutes et on a dû faire un ratio entre elles. On a vraiment dû se dire laquelle va primer, est-ce que je sacrifie ma liberté, mais je sauve le système de santé, etc. Et donc, inconsciemment, tout ça nous fait ruminer, nous fait travailler. Et je pense que, et c'est peut-être la seule bonne nouvelle, ou en tout cas, il y en aura d'autres, hein, mais je pense que la bonne nouvelle à tirer de cette crise et d'autres, c'est que justement, on a une capacité à réagir et à être bon au fond de nous en tant qu'humains, et j'ai vraiment envie d'y croire, qui fait que tous ces modèles-là, je pense, pourront être des modèles durables si ils sont, et je rebondis sur ce que disait Vincent tout à l'heure, si le fond et la base est solide et cohérente. Mais je pense que ça va développer effectivement des nouveaux modèles de consommation, du coup, in fine, des nouveaux modèles de distribution, et les gens vont forcément se retourner vers... Il y aura toujours une proportion, et peut-être moi le premier, mais il y aura toujours une volonté de revenir au monde d'avant, de faire plus pour rattraper le retard, mais je pense que fondamentalement, l'inconscient qu'on ne peut pas encore saisir là va nous faire changer, et que ces modèles-là peuvent, pour moi, perdurer. Oui, je rejoins Damien sur le constat. Alors après, revenu à la normale, s'il y a une normale qui revient, et quelle est la définition du normal? C'est est-ce qu'on reviendra pas à ces anciennes habitudes bien ancrées? Et il y a eu des tentatives de livraison par des particuliers, notamment, qui n'ont pas toujours bien fonctionné. Euh, donc à voir. J'ai hâte d'observer ces évolutions. Mais c'est vrai que pour des gros acteurs, c'est plus simple, entre guillemets, puisqu'ils peuvent se permettre de faire un test, puisqu'ils ont les capacités opérationnelles, financières, et puis de voir ce que ça donne. Et que si ça ne fonctionne pas, au pire, ils auront fait un buzz. Des petits acteurs, c'est ce qu'on disait au début de nos interventions, de notre soutien aux e-commerçants, les plus petits acteurs, le pari est plus risqué, puisque l'investissement peut être plus important, etc. Donc, il faut quand même toujours reconsidérer ça avant de prendre parti pour un modèle plus qu'un autre en disant si, ça va durer. Par contre, si ça a du sens par rapport à votre base de clients, par rapport au retour que vous avez, eh ben oui, il faut se lancer dans la brèche, mais le faire de façon structurée. Seconde question, vous avez parlé de retour à la normale, ça va aller dans ce sens-là. On voit qu'il y a une évolution qui est positive sur le e-commerce, sur certains acteurs, ils génèrent plus de ventes, et puis qu'après les ventes en magasin diminuent fortement. Quelle est votre vision? Est-ce que vous allez penser que ça va continuer comme ça, c'est-à-dire que les ventes e-commerce ne vont pas diminuer, ou si demain il y a un déconfinement, est-ce que l'activité retail va retrouver le même niveau ou est-ce que ça sera à un niveau inférieur? Ah, c'est une bonne colle et je vais ressortir ma boule de cristal. Ah, celle-là, elle tourne. À chaque live, je la ressors. C'est compliqué de savoir parce que le retail est quand même important pour le lien social. Les gens ont quand même besoin de toucher, de sentir, d'être dans une ambiance. Donc, je pense que le retail va revenir. Après, il y a eu des habitudes qui sont ancrées en termes de vente en ligne. Donc, celles-là, à mon avis, elles vont perdurer. Maintenant, à savoir si l'e-commerce va prendre des parts de marché sur le retail, enfin physique, là, c'est la grande question. Je pense qu'il faut essayer de trouver cet équilibre entre les deux et de pas les opposer comme on le fait déjà depuis 15 ans. C'est pas possible. Et on doit trouver un modèle qui fonctionne bien avec les deux et qui doit répondre à des besoins différents, à des usages différents. Ouais, alors moi je suis assez d'accord avec ça, mais j'ajouterais deux choses. Déjà, je prendrais un peu plus parti en disant que je pense que l'évolution du e-commerce était déjà sur une croissance assez importante, et on voyait effectivement, notamment en fonction des pays, que la croissance allait, entre guillemets, être plus ou moins importante. Je pense que tout cela va permettre forcément un boost, et je pense quand même que le e-commerce va prendre quelque part de marché au retail, même si je suis d'accord avec ce que Vincent disait sur le côté interaction sociale, toucher, etc. Mais je pense que le boost, la marge va du coup passer un niveau au-dessus. Et je pense que si c'est le cas, c'est-à-dire que si le e-commerce prend vraiment place, lieu et place d'un certain nombre de parts de marché, ou en tout cas d'un certain volume d'affaires par rapport au retail, ça veut dire que ça sera le cas pour les acteurs qui auront véritablement proposé une valeur ajoutée dans le service e-commerce. C'est-à-dire pas le e-commerce juste pour remplacer ce que je ne peux pas faire en magasin physique, mais véritablement ce qu'on disait avant, un e-commerce amélioré,
vampirisé un petit peu par aussi de la relation client qui est ultra importante et galvanisé par mes top services. Regardez, vous n'avez pas que dit. Là, il y aura vraiment une valeur ajoutée qui n'était peut-être pas forcément celle qu'on attendait du e-commerce en temps normal, avant, disons, janvier. Et du coup, là, oui, peut-être que le regard du e-commerce sera différent et il y aura une montée en puissance du e-commerce sur ces points-là. Très bien, messieurs. Merci pour ces réponses très complètes. On est plutôt pas mal en termes de timing, donc on va finir là-dessus. Je vais inviter l'ensemble des participants à vous contacter s'ils veulent davantage de précision. Par LinkedIn, tout simplement, vous pouvez nous contacter, échanger, poser vos questions, vos remarques. Et puis, n'hésitez pas également à nous faire parvenir les sujets que vous souhaitez qu'on évoque. S'il y a certains points que vous souhaitez qu'on creuse sur ces prochains lives, ça sera avec plaisir. On en a parlé de cet aspect de continuer à évoluer durant cette période. On sait qu'il y a beaucoup d'activités qui sont en stand-by, mais aussi qui sont des phases de transition. Et donc, c'est ce qu'on a mis en place avec l'équipe e-commerce Nation, une plateforme de formation et de conseils pour vous accompagner sur cette période-là avec une offre solidaire et accessible. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner davantage sur le lien qui s'affiche sur votre écran. Messieurs, je vous remercie encore pour votre présence. Encore une fois, merci aussi à notre partenaire Paris Retail Week, donc l'événement en septembre, la grande messe du e-commerce pour se retrouver, pour faire sa veille. Je donne rendez-vous à tous les participants à mercredi prochain, 16h, même endroit, même date, pour échanger sur une nouvelle thématique e-commerce. Et en attendant, sortez couverts.